Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Des bruits étranges résonnent dans la nuit. Une chaise bouge toute seule. Un objet tombe sans raison apparente. Et si ces phénomènes avaient une explication bien plus troublante qu'une simple coïncidence? Bienvenue dans Un autre regard sur Radio G Angers, l'émission qui explore l'invisible et l'étrange sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 3 mystères fascinants qui interrogent autant le paranormal que la puissance de l'esprit humain. Les poltergeists, ces manifestations spectaculaires, défient les lois de la physique. Phénomènes surnaturels ou énergie incontrôlée issue de notre psyché? Nous reviendrons sur des cas troublants et sur les différentes théories qui tentent d'expliquer ces événements. En deuxième partie, les lois d'attraction. Et si nos pensées influençaient notre réalité bien plus que l'on l'imaginait? Entre croyances populaires et découvertes scientifiques, nous verrons comment nos émotions et nos intentions peuvent façonner notre monde. Puis, le Cecil Hotel, un lieu chargé d'histoire et de drames, meurtres, disparitions, phénomènes inexpliqués. Cet hôtel de Los Angeles est-il réellement maudit ou est-il simplement victime de son passé très sordide? Préparez-vous en tout cas à franchir la frontière du rationnel et à poser ensemble un autre regard sur ces mystères. Vous êtes tranquillement installé chez vous quand, soudain, un objet tombe sans raison. Une porte claque alors qu'aucun courant d'air ne souffle. Des bruits sourds résonnent dans les murs, comme si une présence invisible cherchait à se manifester. Et si ce n'était pas juste votre imagination? Les poltergeists ou esprits frappeurs sont parmi les phénomènes paranormaux les plus spectaculaires. Objets qui se déplacent seuls, bruits inexpliqués, lumières qui s'éteignent et s'allument. Ces manifestations intriguent et effraient depuis des siècles. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces phénomènes? S'agit-il d'entités invisibles cherchant à entrer en contact avec nous? D'une énergie incontrôlée qui émane de notre propre esprit? Ou d'une simple illusion amplifiée par nos peurs et nos croyances? Ce soir, nous allons explorer les cas célèbres, des maisons hantées aux expériences troublantes vécues par des témoins à travers le monde. Nous examinerons également les théories scientifiques et paranormales qui tentent d'expliquer ces manifestations. Préparez-vous à entendre des histoires qui défient la logique et à poser un autre regard sur les poltergeists. Contrairement aux simples hantises, qui impliquent souvent des apparitions fantomatiques silencieuses, les poltergeists se manifestent de manière bruyante et parfois violente. Donc, comme on disait tout à l'heure, les objets se déplacent, il y a des bruits inexpliqués, les meubles se renversent, il y a des interférences électriques, voire certaines fois des agressions physiques. Ces manifestations ont été documentées à travers les âges et à travers le monde, suscitant autant la peur que la fascination. Alors, dans cette analyse détaillée, nous allons explorer ce que sont les poltergeists, les cas les plus marquants, les différentes théories et les controverses qui les entourent. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un poltergeist? Alors, le terme poltergeist, ça vient de l'allemand poltern, faire du bruit, et de geist, esprit. Alors, ça désigne un ensemble de phénomènes paranormaux, souvent caractérisés par des bruits inexpliqués, les objets en mouvement et des manifestations étranges qui sont attribuées à une force invisible. Alors, leurs principales caractéristiques, ce sont des bruits. Alors, ces bruits, ça peut être des coups dans les murs, des bruits de pas, des grincements, voire des craquements et des claquements. Niveau déplacement d'objets, on peut avoir des meubles renversés, comme des chaises qui sont tout d'un coup tirées de la table, des portes qui claquent, la vaisselle est projetée à travers la pièce, les portes de placard de cuisine sont ouvertes d'un seul coup. Niveau agression physique, certaines victimes affirment avoir été griffées, mordues, poussées dans les escaliers ou même étranglées. Alors, certains cas documentés relatent des averses de pierres ou des jets de pierres tombant à l'intérieur des maisons sans aucune explication. Lumière qui s'éteignent et s'allument, télévision qui change de chaîne toute seule ou téléphone qui sonne sans raison. On peut également avoir des interférences électriques.
Et puis certaines manifestations de poltergeist sont accompagnées de chuchotements ou de voix gutturales provenant de nulle part. Ces phénomènes ont été signalés dans des milliers de cas à travers l'histoire, souvent concentrés autour d'un individu ou d'une famille en détresse. Alors ce que je vous propose en premier, c'est de faire un petit tour à travers l'histoire pour relater quelques cas célèbres. Alors les premières histoires de poltergeist remontent à l'Antiquité. Voici quelques-uns des récits les plus anciens mentionnant des phénomènes similaires. On va partir du côté effectivement grec avec Plutarque. On est au 1er siècle après Jésus-Christ. Cet historien grec mentionne un cas dans son œuvre La vie de Romulus, où il décrit des manifestations étranges dans une maison hantée du côté de Charonéa, en Grèce. Autre auteur, Pline le Jeune, entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, lui, dans une de ses lettres, il raconte l'histoire d'une maison hantée à Athènes, où un homme enchaîné apparaissait avant que des bruits inexpliqués ne retentissent et que des objets bougent d'eux-mêmes. Et si on cherche dans d'autres civilisations, donc dans le Talmud, donc là on est entre le 3e et le 6e siècle, certains textes évoquent des esprits frappeurs qui perturbent les foyers. On avance un petit peu dans l'histoire avec le Moyen-Âge. Donc là, on a des esprits frappeurs dans la culture chrétienne. Donc au 9e siècle, dans l'Angleterre médiévale, des chroniques monastiques rapportent des cas de bruits inexpliqués et des jets de pierre qui sont alors attribués à des démons. Au 15e siècle, en France et en Allemagne, plusieurs récits mentionnent des diables domestiques qui tourmentent les familles pieuses ou hérétiques. Et dans la période un peu plus moderne, on a les premiers cas qui commencent à être bien documentés. Donc on a le fameux poltergeist d'Epworth, donc on est en 1716 en Angleterre. La famille de John Wesley, fondateur du méthodisme, aurait été victime d'un poltergeist provoquant des bruits sourds et des objets déplacés dans sa maison. On a également le cas du drummer of Tamworth, donc là on est en 1661, toujours en Angleterre. C'est un des premiers cas qui est vraiment bien documenté en Europe, où on a une maison qui fut la cible de bruits de tambour après un conflit juridique avec un musicien itinérant. Donc ainsi, on voit que les histoires de poltergeist existent depuis des millénaires et ont traversé les époques sous différentes formes, puisqu'elles s'adaptent aux croyances de chaque période. Plus récemment, on a l'affaire de Bell Witch. Donc là, on est aux États-Unis dans le Tennessee. On est entre 1817 et 1821. Donc là, on a affaire effectivement à une soi-disant sorcière, un poltergeist qui traumatise la famille Bell. Donc on a des bruits de grattement, des coups dans les murs, des voix mystérieuses qui insultent la famille, et l'apparition d'une fameuse force surnaturelle qui agit physiquement contre le père John Bell, et qui d'ailleurs finit par le tuer. La légende veut que l'esprit, effectivement, à ce moment-là, soit identifié comme une sorcière. Donc si vous voulez en savoir plus sur la sorcière de la famille Bell, vous pouvez retrouver sur un de mes podcasts Un autre regard, cette histoire. En 1967, on a le poltergeist de Rosenheim, donc on est en Allemagne, dans un cabinet d'avocats à Rosenheim. On a un phénomène étrange qui s'est produit pendant plusieurs semaines. Il y a les téléphones qui se décrochaient sans explication, des néons qui explosaient subitement, des tiroirs s'ouvraient seuls et une pendule changeait mystérieusement de direction. L'enquête a révélé que ces événements semblaient être liés à Anne-Marie, une employée de 19 ans. Les scientifiques appelés sur place n'ont trouvé aucune cause rationnelle aux dysfonctionnements électriques et certains ont avancé l'hypothèse d'un phénomène de psychokinèse inconsciente. Et puis, autre cas, on va dire plus célèbre encore de poltergeist, on est en 1977 au Royaume-Uni. C'est le cas qui a donné, c'est le film Conjuring numéro 2, et je vous parle évidemment du poltergeist d'Enfield. Donc l'un des cas les plus célèbres et les plus documentés, dans la banlieue de Londres, une famille a été témoin d'événements paranormaux effrayants, donc une mère célibataire, Peggy, et ses 4 enfants, Margaret 13 ans, Janet 11 ans, Johnny 10 ans et le petit Billy 7 ans. Les premiers incidents surviennent lorsqu'un soir, la mère Peggy, qui est une femme célibataire, elle entend des bruits de coups sourds provenant de la chambre de ses filles. Elle pense qu'elles sont en train de faire des bêtises. En entrant, elle découvre que les lits semblent avoir bougé tout seuls. Et dès lors, les phénomènes s'intensifient rapidement. On a les meubles qui glissent à travers la pièce sans aucune intervention, des chaises qui basculent, des bruits de frappement résonnent dans les murs, parfois d'ailleurs en réponse aux questions posées. Et on a des objets qui disparaissent et réapparaissent à des endroits différents. Des jouets et divers objets sont projetés dans les airs. Et la petite Janet, 11 ans, qui est l'épicentre du phénomène, est même soulevée du sol et projetée à travers la pièce.
Face à l'ampleur des phénomènes, la famille contacte la police. C'est l'agent Caroline Hips qui est dépêchée sur place. Elle rédige un rapport officiel qui atteste qu'elle a vu une chaise se déplacer toute seule sans aucune explication. Le cas a été étudié par Maurice Gross et Guy Lyon Playfair. Donc eux, ils sont membres d'une société de recherche en paranormal. Donc l'un des aspects les plus troublants du cas, c'est la voix étrange qui sort de la bouche même de Janet. Sans bouger les lèvres, elle semble parler avec une voix rauque d'un ancien vieil homme qui affirme être Bill Wilkins, un ancien occupant de la maison. Alors selon cette entité, il serait mort dans un fauteuil du salon, victime d'une genre d'hémorragie cérébrale. Alors, le fait intéressant ici, c'est que les recherches ont confirmé qu'un certain Bill Wilkins était bien décédé dans cette maison des années auparavant. Et sa propre famille a reconnu des détails que seule une personne proche de lui pouvait connaître. Alors, les enregistrements de cette voix ont été bien sûr analysés par des spécialistes, des phoniatres et autres, et ils ont conclu que Janet aurait dû abîmer totalement ses cordes vocales pour produire un tel son sur une longue période. Et pourtant, aucun problème de cordes vocales n'a été observé chez elle. Alors, les 7 enregistrements de cette voix mystérieuse de Janet ont été réalisés et plusieurs témoins, y compris des policiers, ont affirmé avoir vu des objets se déplacer sans aucune intervention humaine. Alors, toutefois, bien sûr, les sceptiques ont avancé l'idée que Janet et sa sœur avaient truqué certains phénomènes, mais il faut bien se rendre à l'évidence que d'autres restent totalement inexpliqués et résistent du coup au scepticisme. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que ces poltergeists ? Quelles sont les explications ? Quelles sont les hypothèses qu'on peut avancer ? Il y a déjà une hypothèse paranormale. Donc, certains chercheurs en paranormal pensent que les poltergeists sont des esprits désincarnés qui interagissent avec le monde physique. Alors, selon cette hypothèse, ils pourraient être des âmes errantes qui cherchent à attirer l'attention des vivants, des entités malveillantes, perturbant certaines personnes qui sont sensibles, ou des présences attachées à un lieu précis. Alors cette théorie elle est populaire dans les cultures où les fantômes et les esprits sont perçus comme ayant un rôle actif dans le monde des vivants. Deuxième hypothèse, une hypothèse psychokinétique, c'est-à-dire une énergie inconsciente. Donc l'hypothèse de la psychokinèse récurrente spontanée, la RSPK, ce qu'on appelle aussi la tomogénèse, alors c'est une théorie selon laquelle les poltergeists ne seraient ni des esprits désincarnés, ni de simples hallucinations collectives, mais plutôt un processus synergétique ou psychique qui prend forme progressivement sous certaines conditions. Déjà, il y a une condition d'accumulation d'énergie psychique. Les poltergeists sont souvent associés à des personnes en proie de fortes émotions, des adolescents en crise, des individus soumis à des stress intenses, etc. Donc la tomogénèse postule que cette énergie psychique latente peut s'accumuler et créer un environnement propice à des phénomènes anormaux. L'énergie mentale accumulée dans le subconscient pourrait involontairement interagir avec l'environnement, provoquant carrément des perturbations physiques. Les phénomènes cessent généralement lorsque la personne concernée quitte les lieux ou surmonte ses problèmes émotionnels. Cela rejoint l'idée finalement du syndrome du vecteur humain où un individu servirait inconsciemment de catalyseur aux manifestations. Et puis il y a également la deuxième condition, une formation progressive des phénomènes. Initialement, les manifestations sont simples et diffuses, des petits bruits sourds, des sensations un peu étranges, des objets qui sont un petit peu déplacés. Puis, à mesure que l'énergie s'intensifie, les phénomènes deviennent plus spectaculaires. Déplacements violents d'objets, donc des objets sont carrément jetés à travers la pièce, des bruits qui deviennent assourdissants, des apparitions visuelles, des ombres ou des figures floues, des voix désincarnées, ou même des phénomènes de possession légère. Alors cela expliquerait pourquoi les poltergeists ne se manifestent pas immédiatement sous une forme spectaculaire, mais ils évoluent au fil des jours et des semaines avec l'augmentation de l'énergie. Alors cette théorie est appuyée par le fait que de nombreux cas semblent liés à des individus qui traversent des périodes difficiles. Troisième hypothèse, l'hypothèse psychologique et rationnelle. Donc certains sceptiques avancent des explications plus conventionnelles. Alors on avance déjà l'autosuggestion et une forme d'hystérie collective, c'est-à-dire les témoins peuvent être influencés par la peur et voir des phénomènes qui n'existent pas. Les coups dans les murs peuvent être dus à des tuyaux, à la dilatation du métal par exemple, à des vibrations ou à la présence d'animaux dans les cloisons. Et puis certains cas célèbres comme Enfield ont montré que les témoins avaient parfois fabriqué certains événements, donc on explique que ça pourrait tout simplement être dû à un canular et à des exagérations. Les chercheurs en psychologie considèrent que le besoin de croire à des forces invisibles peut amplifier des phénomènes qui seraient normalement banals.
Alors, le poltergeist reste en tout cas un mystère fascinant. Si certains cas ont été expliqués par des phénomènes naturels ou des supercheries, d'autres restent quand même très troublants et continuent à échapper à toute explication scientifique. Alors qu'ils soient le fruit de l'imagination, d'une énergie inconnue ou d'esprit frappeur, en tout cas, une chose est sûre. Les récits de poltergeist ne cessent d'alimenter notre fascination pour l'invisible et l'étrange. Et vous, croyez-vous au poltergeist ? Est-ce une expérience paranormale authentique ou une simple illusion ? Alors, après avoir exploré les phénomènes de poltergeist et leurs mystérieuses manifestations, nous nous tournons désormais vers un concept qui, bien que radicalement différent, touche à la puissance cachée des pensées humaines, la loi de l'attraction. Alors que les poltergeists semblent émerger d'une énergie psychique inconsciente, la loi de l'attraction nous invite à penser que nos pensées et nos émotions peuvent attirer des expériences et des événements spécifiques dans nos vies. Et si au fond, il existait un lien entre ces deux phénomènes, l'énergie que nous émettons ne pourrait-elle pas influencer notre réalité de manière tangible, voire paranormale ? C'est ce que nous allons explorer dans cette deuxième partie, en examinant comment cette loi universelle pourrait potentiellement expliquer non seulement des événements de vie, mais aussi de manière surprenante, des manifestations aussi intenses et perturbantes que celles des poltergeists. La puissance de l'esprit ou comment la pensée façonne notre monde. Mais avant cela, je vous propose sur Radio G 101.5 FM une petite pause musicale avec Nox Arcana. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G Angers 101.5 FM, en DAB+, bien sûr, et sur radio-g.fr si vous voulez écouter les autres émissions que vous avez manquées. Alors nous parlons de la loi de l'attraction. Avez-vous déjà eu l'impression que vos pensées pouvaient influencer votre quotidien, que vos désirs, même les plus enfouis, finissaient par se manifester d'une manière ou d'une autre dans votre vie ? Ce phénomène fascinant et mystérieux est au cœur de la loi de l'attraction. Un principe qui postule que nous attirons à nous ce sur quoi nous concentrons nos pensées et nos émotions. En d'autres termes, ce que nous pensons, nous le devenons. Cette loi, qui a gagné en popularité à travers des ouvrages comme Le Secret de Rhonda Byrne, repose sur l'idée que nos vibrations intérieures peuvent interagir avec l'univers, créant des synchronicités, des opportunités ou parfois des obstacles. Mais au-delà des simples croyances populaires, cette notion soulève des questions profondes. Quels mécanismes permettent à l'esprit humain de façonner sa réalité ? Est-ce vraiment l'univers qui nous répond ou serait-ce simplement le reflet de notre perception, de nos attentes et de notre énergie ? Dans cette partie, nous allons explorer les fondements de la loi de l'attraction, des témoignages concrets de leur influence dans la vie des individus et comment elles peuvent, à leur manière, façonner des événements aussi puissants que ceux relatés dans les phénomènes paranormaux. Je vous propose maintenant un voyage à travers la pensée et la réalité. Alors, la loi de l'attraction repose sur l'idée que nos pensées, émotions et croyances influencent activement notre réalité, qu'elles créent ou attirent des événements, des opportunités et des expériences qui correspondent à la vibration énergétique que nous émettons. Ce principe, comme on disait tout à l'heure, qui a été largement popularisé, a des racines profondes dans diverses traditions philosophiques, spirituelles et scientifiques. Alors, ce n'est pas une invention moderne, mais c'est un concept qui est quand même vieux de plusieurs siècles. Ces racines remontent à des idées présentes dans différentes philosophies et traditions spirituelles. Par exemple, dans le bouddhisme et l'hindouisme, on retrouve des concepts similaires de karma, selon lequel les pensées et les actions d'un individu influencent son destin futur. De même, le New Age a popularisé des idées similaires sous des termes comme vibration et énergie universelle. La théorie a été renforcée par des figures comme Emmett Fox ou Ernest Holmes dans les années 30-40, ou le philosophe américain Waldo Emerson, qui a également parlé de l'importance de la pensée créatrice dans son essai Self-Reliance, où il affirme que la pensée fait la réalité. Alors, le principe fondamental de la loi de l'attraction, c'est que l'univers fonctionne selon une loi vibratoire.
Alors, selon cette théorie, tout ce qui existe, y compris les pensées, les émotions et les objets matériels, donc tout émet une fréquence ou vibration. Ainsi, en focalisant notre esprit sur des pensées positives ou négatives, nous émettons des vibrations qui vont attirer des expériences similaires. Si ce sont des pensées positives, elles génèrent une vibration élevée, attirant des événements plutôt agréables et des opportunités. Si ce sont des pensées négatives, elles vont générer une vibration faible qui vont plutôt attirer les obstacles et des situations non désirées. Alors, comment est-ce que cette loi de l'attraction fonctionne ? Donc, on va voir un peu de plus près le processus de manifestation. Alors, la loi de l'attraction fonctionne selon un processus qui est finalement en 3 étapes. Le premier, c'est demander. J'identifie clairement ce que je veux attirer. Ça peut être sous une forme de désir, d'objectif ou de souhait. Ensuite, croire. J'accepte que ce désir peut se manifester dans ma vie. L'idée, c'est de croire de manière profonde que ce que je souhaite est déjà à la portée de ma main. Donc, c'est ce qu'on appelle des visualisations, par exemple. Et recevoir. Donc, on doit être réceptif à recevoir ce qu'on a demandé en agissant avec confiance et gratitude. Alors, les partisans de la loi de l'attraction, ils affirment que l'attitude mentale est essentielle pour manifester la réalité. En se concentrant sur ce que l'on veut et non sur ce que l'on ne veut pas, on change notre fréquence vibratoire, ce qui ouvre la voie à des événements positifs. On va parler d'un exemple concret maintenant. On va parler de l'acteur The Mask, d'Ace Ventura, donc Jim Carrey. Donc Jim Carrey, c'est l'un des exemples les plus célèbres de la loi de l'attraction à travers son histoire personnelle. Donc avant de devenir cette star mondiale que l'on connaît, qui nous fait tant rire, Jim Carrey avait écrit bien des années avant un chèque de 10 millions de dollars qu'il avait post-daté de Noël 1995. Et il avait toujours gardé dans son portefeuille quand il passait des castings, des choses comme ça. Et il visualisait régulièrement et constamment ce montant comme s'il était déjà en poche. Donc en 1994, il obtient le rôle principal dans le film Dumb and Dumber, pour lequel il reçoit un salaire, je vous le donne en mille, de 10 millions de dollars. Donc cet exemple, il est souvent cité pour démontrer le pouvoir de la visualisation et de l'attraction consciente. Plus près de nous, on peut parler du psychiatre et auteur Christophe André. Donc lui, c'est un psychiatre français qui est auteur de plusieurs ouvrages sur le bien-être et la psychologie positive. Donc il a souvent parlé de l'importance de la pensée positive. Alors, bien que dans un cadre plus thérapeutique que mystique, dans ses livres et ses conférences, il aborde le sujet proche de la loi de l'attraction. Alors, c'est ce que lui, il appelle le pouvoir de la pensée et l'impact des croyances sur notre bien-être et nos résultats. Donc, dans son ouvrage qui s'appelle « Imparfait, libre et heureux », en fait, il parle de l'importance de la confiance en soi et de la visualisation positive pour atteindre ses objectifs. Alors, bien que ce ne soit pas un témoignage direct sur la loi de l'attraction, ses travaux sont proches de l'idée que nos pensées influencent notre réalité, ce qui résonne avec les principes de la loi de l'attraction. Alors, on a aussi Michel Poulert, qui est un coach et un conférencier français, qui a écrit... Alors, lui, il a fait parler de lui en parlant des mécanismes de la loi de l'attraction. Il a écrit des livres et donné des conférences dans lesquelles il décrit des cas de personnes ayant vu leur vie totalement changer grâce à des pratiques comme la visualisation, la pensée positive et l'affirmation de leurs objectifs. Donc, dans ses interventions, Michel Poulert parle, lui, de transformation personnelle qu'il attribue à l'implication des principes de la loi de l'attraction. On a également le philosophe et écrivain Frédéric Lenoir. Donc lui, il écrit beaucoup sur le développement personnel. Alors, il n'aborde pas directement la loi de l'attraction sous cet angle spécifique, mais il parle souvent du pouvoir de la pensée et de la manière dont nos convictions et nos intentions façonnent notre réalité. Alors, dans ses livres comme L'âme du monde et ses conférences, il évoque des concepts qui s'apparentent à ça. Notamment l'idée que la vision intérieure d'une personne sur sa vie peut le conduire à créer des opportunités concrètes dans le monde extérieur. Alors, au point de vue de la recherche scientifique, qu'est-ce qu'on peut dire de la loi de l'attraction par rapport à la neuroscience ? Alors, certaines recherches en neurosciences et en psychologie soutiennent indirectement la loi de l'attraction. Par exemple, la visualisation, c'est une technique largement utilisée dans le sport et la médecine pour améliorer les performances. Des études ont montré que les athlètes qui s'imaginent en train de réussir un geste ou une action sportive peuvent en réalité améliorer leurs performances. Des chercheurs comme le Dr Bruce Lipton, un biologiste cellulaire, ont aussi étudié l'impact des croyances sur la biologie humaine. Donc lui, il a écrit un livre, The Biology of Belief. Lipton, il affirme que nos croyances influencent directement notre biologie et peuvent affecter la façon dont nous interagissons avec notre environnement.
Mais effectivement, il y a quand même des limites à la loi de l'attraction. Alors, quelles sont ces limites pratiques? Alors, bien que cette loi est populaire, elle subit quand même des critiques, car il y a de nombreux sceptiques qui soulignent que la pensée positive seule ne suffit pas à créer des changements radicaux. Il y a des facteurs tels que l'environnement, la chance, les compétences et l'action qui jouent quand même un rôle concret et crucial dans l'atteinte de nos objectifs. Une autre critique est que la loi de l'attraction pourrait être perçue comme une forme finalement de culpabilisation. Si une personne est dans une situation difficile, par exemple en raison de la pauvreté ou de problèmes de santé, dire qu'elle a attiré cela par ses pensées négatives, c'est un petit peu insensible et simpliste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est que la loi de l'attraction, bien que souvent mal comprise, elle invite vraiment à une réflexion puissante sur le pouvoir de la pensée et de l'intention dans nos vies. Ça repose sur l'idée que ce sur quoi nous nous concentrons, notre énergie et nos pensées, finit par se manifester dans notre réalité. Alors bien sûr, bien qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques directes qui confirment cette loi, de nombreuses personnes témoignent en tout cas de son efficacité et des changements durables dans leur vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel. En tout cas, cette loi encourage à adopter une vision positive et à visualiser ses objectifs et agir avec confiance pour les atteindre. Plutôt de considérer cela comme une promesse de miracle, il est plus réaliste de le voir comme un outil de motivation et de développement personnel. Elle nous pousse à être plus conscients de nos pensées, à prendre nos désirs au sérieux et à les transformer en actions concrètes. En ce sens, elle peut être un catalyseur pour prendre des décisions plus audacieuses, de surmonter des obstacles et de cultiver une mentalité de croissance. En définitive, la loi de l'attraction, lorsqu'elle est abordée de manière pragmatique et réaliste, peut être un outil puissant pour ceux qui cherchent à prendre le contrôle de leur destin et à faire évoluer leur réalité. Elle met en lumière le lien entre nos pensées, nos actions et les résultats que nous obtenons, nous offrant ainsi une occasion de vivre de manière plus intentionnelle et plus inspirée. Alors après avoir exploré sur Radio G Angers l'impact de nos pensées et de nos intentions à travers la loi de l'attraction, il est intéressant de se retourner vers un autre aspect de la réalité humaine qui suscite autant de fascination que de mystère. Les lieux où se croisent des forces invisibles et des énergies troublantes. Parmi ces lieux énigmatiques, le Cecil Hotel à Los Angeles se distingue par son histoire sombre et tragique, marquée par des événements inexpliqués. Il semble qu'à travers le temps, ce lieu soit devenu un véritable aimant pour des phénomènes surnaturels et des drames humains. Un endroit où la réalité et l'invisible semblent se rencontrer d'une manière particulièrement troublante. Dans cette troisième partie, nous allons donc explorer l'histoire du Cecil Hotel, son rôle dans les mystères urbains modernes et les phénomènes étranges qui l'entourent. Un lieu où la frontière entre le réel et l'inexplicable semble parfois très mince. Mais avant cela, je vous propose un petit morceau de Queen. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. De retour sur Radio G, nous abordons la troisième partie de cette émission, Un autre regard. Nous allons parler du Cecil Hotel. À Los Angeles, c'est l'un des lieux où l'histoire, la tragédie et les phénomènes inexpliqués se mêlent, donnant naissance à une aura de mystère qui fascine le monde entier. Construit en 1924, cet hôtel a traversé les décennies, témoignant de l'évolution de la ville, mais il est surtout devenu tristement célèbre pour des événements étranges, voire tragiques, qui se sont produits entre ses murs. Des meurtres non résolus ou des disparitions inquiétantes, en passant par des récits de présence paranormale, le Cecil Hotel est devenu un symbole des lieux où le surnaturel semble toujours à l'affût. Avec ses chambres qui ont accueilli des personnages controversés, des destins brisés et même des événements qui défient l'entendement, The Cecil est bien plus qu'un simple hôtel. Il représente l'incarnation de la face cachée d'une ville en constante mutation, un lieu où l'invisible semble parfois prendre forme. Dans cette partie, nous allons explorer l'histoire de ce lieu énigmatique, les événements tragiques qui l'ont marqué et les phénomènes étranges qui ont alimenté les théories paranormales. Un voyage fascinant au cœur d'un lieu mystérieux. Alors, depuis 2011, une partie de l'hôtel a été réhabilitée et s'appelle maintenant Stay on Main.
Il a été inauguré en 1924. C'est un hôtel de 14 étages qui était conçu pour attirer une clientèle huppée. Mais malheureusement, ça s'est peu à peu transformé en un refuge pour des voyageurs en difficulté et des personnes qui ont été marquées tragiquement dans la vie. L'environnement du Cecil Hotel et l'évolution du quartier de Skid Row, dans lequel il se trouve au cœur de downtown Los Angeles, ont grandement influencé son image et sa réputation au fil des années. Donc ce secteur, qui a connu de profondes transformations, a été tout au début un grand centre de prospérité et est maintenant plutôt un lieu de déclin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce quartier de downtown Los Angeles au début du XXe? Donc lorsque le Cecil Hotel ouvre ses portes en 1924, le quartier est en pleine expansion. Cette période correspond à ce qu'on appelle l'âge d'or pour la ville. Il y a des bâtiments imposants, des hôtels de luxe, des institutions financières qui naissent, et ça attire une population très dynamique de commerçants, de visiteurs et de travailleurs. Los Angeles est alors en plein essor économique et se modernise rapidement. Et le Cecil, avec son architecture classique et ses ambitions de luxe, s'inscrit dans cette évolution. Le quartier est plutôt prospère au moment de la construction de l'hôtel et il se veut en fait un vrai établissement haut de gamme pour attirer une clientèle plus aisée. Alors à cette époque, Downtown LA, c'est un centre d'affaires et d'activités culturelles, avec de nombreux théâtres, des restaurants et des commerces de luxe. Donc le Cecil Hotel bénéficie d'une position finalement centrale à proximité des grandes artères commerciales et des stations de transport, ce qui le rend très attractif pour une clientèle diverse, aussi bien touristique que professionnelle. Alors cependant, dès les années 60, le quartier de downtown Los Angeles, donc le quartier de Skid Row, commence du coup à se dégrader. La zone qui était autrefois prospère se transforme progressivement en un lieu où règne la pauvreté, l'isolement et la criminalité. Alors, il y a plusieurs facteurs finalement qui expliquent ce déclin. Tout d'abord, l'exode urbain. Il y a de nombreuses familles et entreprises qui fuient le centre-ville au profit des banlieues, qui sont plus modernes, plus accessibles. Et les grandes anciennes se déplacent dans des nouveaux quartiers qui sont plus à l'ouest. Et puis, la deuxième chose, c'est la montée de la criminalité. Donc, surtout dans les années 70 et 80, les problèmes liés à la drogue, aux gangs et à la violence urbaine s'intensifient vraiment dans le quartier. Le Cecil Hotel en particulier devient un refuge pour des personnes en difficulté, des sans-abri, des toxicomanes et des marginaux. Donc il commence vraiment à totalement perdre son statut d'hôtel de luxe pour devenir un endroit où finalement se côtoient des individus au passé très trouble. Dans les années 90, Downtown LA continue d'être un secteur qui est très défavorisé, surtout autour du Cecil Hotel et du quartier et des rues qu'on appelle Skid Row. Ce quartier, du coup, c'est tristement célèbre pour une concentration élevée de sans-abri et de pauvreté, et ça abrite plusieurs milliers de personnes qui vivent dans des conditions de grande précarité. Donc, ce qui veut dire criminalité, insécurité et activités illicites qui prospèrent dans le secteur. Et l'hôtel devient le témoin d'une vraie transformation négative de la ville. Il devient également un symbole du déclin général du secteur. Des témoignages d'anciens résidents du quartier et des employés de l'hôtel décrivent un environnement qui est devenu complètement chaotique. Le nom de l'hôtel devient plutôt synonyme de danger et de mystère, et ça attire une clientèle qui est de plus en plus sombre et de plus en plus marginale. Mais ce n'est pas seulement la construction et le quartier qui en font effectivement un endroit triste et tragique, c'est surtout les événements macabres qui se sont succédés dans ces murs. Meurtres, suicides, disparitions inexpliquées et en plus des phénomènes paranormaux. Donc le Cecil Hotel, c'est vraiment devenu l'incarnation d'un hôtel hanté par excellence. Dès ses premières années, le Cecil Hotel devient un témoin de la violence humaine. Donc dans les années 30, l'hôtel fait déjà l'objet de rumeurs qui concernent de nombreux suicides. Alors les suicides, ils ont lieu dans différentes circonstances. Il y a des personnes qui se sont jetées des fenêtres ou du toit, qui ont consommé des drogues et fait une overdose, ou se sont même tués. Certains suicides étaient liés à la précarité des résidents et à des problèmes de santé mentale, tandis que d'autres pourraient avoir été, liés à des événements personnels des individus. Alors un cas célèbre, c'est le cas de Pauline Hudson, on est en 1962. Cette résidente s'est suicidée en sautant de la fenêtre de sa chambre. Et malheureusement, elle a atterri tragiquement sur George Giannini, lui qui perdit aussi la vie sous le choc. Donc c'est l'un des premiers à marquer l'hôtel et à renforcer sa réputation de lieu où la mort semble s'inviter régulièrement. Durant la période, Cecil Hotel devient un refuge pour des individus même au passé trouble. Et puis toutes les années suivantes sont marquées par des meurtres violents, des suicides supplémentaires. La question de la malchance semble souvent revenir lorsqu'on évoque l'hôtel, comme si la malveillance, les drames et la souffrance étaient une présence invisible qui imprégnait chaque recoin.
Le Cecil Hotel a été lié à plusieurs événements tragiques, comme on disait. Alors, le seul meurtre notable que j'ai pu vous trouver, effectivement, qui s'est vraiment passé dans ces murs, c'est le meurtre de Pigeon Goldie Osgood. Donc, on est en 1964. Donc, ça, c'est carrément dans le Cecil Hotel. Donc, il y a Pigeon Goldie. Donc, c'était une femme âgée de 65 ans, qui était surnommée Pigeon Goldie par les résidents du quartier parce qu'elle aimait nourrir les pigeons. Donc, elle était résidente régulière de l'hôtel et c'est une figure bien connue des habitants de Skid Row. Elle était retrouvée morte dans sa chambre en juin 1964 et les circonstances de son meurtre ont été particulièrement violentes. On parle d'agression sexuelle, d'assassinat et puis de vol. Donc, l'assassin n'a jamais vraiment été arrêté et l'affaire de son meurtre, effectivement, au jour d'aujourd'hui, est toujours non résolue et qui ont été non élucidés. Alors, certains théoriciens du crime suggèrent que ce meurtre pourrait avoir été lié à d'autres événements violents dans les environs. Et deuxième cas intéressant, on parle aussi de Richard Ramirez, donc ce qu'on appelle le Night Stalker, le tueur de la nuit du Cecil Hotel. Donc, l'un des épisodes les plus sordides, c'est lié à ce tueur en série Richard Ramirez. Donc, entre 84 et 85, cet assassin en série, qui a reconnu effectivement 13 meurtres et de nombreuses attaques violentes, trouve refuge au Cecil Hotel pendant sa vague de crimes. Donc, il est rapporté qu'il a séjourné plusieurs fois à l'hôtel, donc souvent d'ailleurs au dernier étage, dans une période où il revenait régulièrement dans sa chambre, souvent couvert de sang après ses meurtres. Donc, selon certains témoins, il aurait erré dans les couloirs de l'hôtel, souvent en état d'ébriété et portant des vêtements ensanglantés sans que personne n'ait le courage de le signaler. Donc, l'hôtel semble être une sorte de cachette pour lui, au point que certains employés résidents n'étaient même pas au courant de la présence d'un tueur en série parmi eux. Donc, le fait que Richard Ramirez ait pu commettre ses crimes en toute impunité dans cet endroit montre à quel point le Cecil Hotel était devenu un lieu de marginaux, éloigné des regards et des préoccupations des autorités. Deuxième tueur en série, donc le Cecil Hotel a également été le lieu de séjour de l'Autrichien Jack Unterweger, donc un autre tueur en série. Donc lui, il a tué plusieurs prostituées à Los Angeles dans les années 90 avant d'être arrêté en 1992. Ce que c'est en tout cas, c'est que Unterweger a séjourné dans le Cecil Hotel pendant ses jours à Los Angeles en 91. Donc les meurtres qui ont été commis par Unterweger étaient similaires finalement à ceux qu'il avait déjà commis en Europe et il est possible qu'il ait choisi de résider au Cecil en raison de son environnement de pauvreté que l'hôtel et le quartier de Skid Row offraient. Et puis, autre affaire qui défraye la chronique, là on passe en 2013, on a la fameuse disparition d'Elisa Lam. Donc c'est l'événement le plus marquant qui a définitivement transformé l'hôtel en un symbole de mystère et du paranormal, c'est la disparition d'Elisa Lam. Alors c'est une étudiante canadienne qui disparaît lors de son séjour au Cecil Hotel. Donc, elle visitait Los Angeles, elle avait un budget serré, donc elle choisit de rester au Cecil Hotel, qui lui semblait un endroit pas trop loin du centre-ville. Alors, après plusieurs jours sans nouvelles, ses parents donnent l'alerte, on se met à la chercher, et puis son corps est finalement retrouvé dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel, dans des circonstances qui restent inexpliquées. La police n'a trouvé aucune trace de violence, et sa mort a été même déclarée comme accidentelle. Alors cependant, c'est une affaire où on a des vidéos de surveillance qui montrent Elisa dans un ascenseur avant que sa disparition, qui alimente encore aujourd'hui les spéculations, parce qu'on la voit qui appuie frénétiquement sur les boutons de l'ascenseur, elle se cache, elle gesticule de manière étrange, elle semble se parler toute seule, comme si elle était poursuivie ou elle avait peur de quelque chose. En tout cas, cet enregistrement, qui a été largement diffusé sur Internet, est devenu carrément viral, et ça alimente une vraie série de théories, de spéculations et même de suppositions paranormales. La fameuse vidéo de l'ascenseur où l'on voit Elisa entrer et sortir de la cabine dans un état agité a souvent été analysée par des internautes à la recherche d'une explication à sa disparition. En tout cas, beaucoup de personnes ont associé cet incident à des phénomènes surnaturels en raison de l'atmosphère étrange et de la réputation sanglante et paranormale de l'hôtel. Mais rentrons maintenant dans la partie qui nous intéresse le plus, le côté paranormal. Alors, le Cecil Hotel est également réputé pour être un lieu où se produisent des phénomènes paranormaux. Des employés de l'hôtel et des résidents ont souvent témoigné de bruits inexpliqués, de voix ou de sensations de présence étrange. Plusieurs visiteurs ont rapporté avoir vu des ombres furtives ou ressenti une atmosphère lourde et oppressante, particulièrement dans les parties de l'hôtel qui étaient peu fréquentées ou en mauvais état. Certains ont même mentionné que les portes s'ouvraient et se fermaient seules, ou que des objets semblaient bouger d'eux-mêmes, un phénomène typique des histoires de poltergeist. De nombreux témoins et employés ont rapporté des expériences telles que des bruits de pas inexpliqués, des rires étouffés, des portes qui claquent. Certains ont même affirmé avoir vu des figures floues ou des ombres qui erraient dans les couloirs.
Alors, ces apparitions seraient liées à l'histoire tragique de l'hôtel et aux nombreux décès violents et suicides qui se sont produits dans les murs. La réputation paranormale du Cecil s'est développée au fur et à mesure des événements tragiques et des témoignages de résidents, ce qui a conduit de nombreux chercheurs du paranormal à enquêter sur le lieu. En raison de l'accumulation d'incidents étranges, l'hôtel a souvent été comparé à d'autres lieux réputés pour être hantés, comme le Stanley Hotel au Colorado. Mais sa triste réputation d'abri pour des âmes perdues et de violence a ajouté une dimension encore plus macabre au récit. Alors, certains disent même que le tueur en série Richard Ramirez pourrait hanter l'hôtel. Certains personnes ont affirmé avoir ressenti une présence menaçante ou une atmosphère particulièrement dans certaines parties de l'hôtel, notamment dans les chambres qu'il occupait. Les rumeurs disent que ces invités ont vécu des sensations étranges comme un froid glacial ou une pression intense lorsqu'ils se trouvaient dans ces zones spécifiques. Certains pensent aussi que l'hôtel est hanté par l'esprit d'Elisa Lam, qui serait toujours présente, et que le fait que sa mort soit mystérieuse pourrait être lié à des phénomènes paranormaux. Certains disent avoir ressenti des impressions bizarres dans la zone du réservoir où le corps a été retrouvé. Et puis bien que le lien entre l'hôtel et le Dahlia noir, donc Elizabeth Short, n'a jamais été prouvé, certains croient que l'hôtel pourrait être hanté par l'esprit du Dahlia noir, tué en 1947. C'est un crime qui est particulièrement brutal et qui est très connu. Donc, des visiteurs ont signalé des sensations de malaise, de froid ou d'oppression dans certaines parties de l'hôtel, et certains affirment avoir vu une silhouette de femme errant dans les couloirs. Certaines chambres du Cecil Hotel ont même acquis une réputation particulière. Une réputation d'être des points chauds pour les phénomènes paranormaux. Bruits étranges, mouvements inexplicables, des présences invisibles. Et des témoignages de personnes ayant séjourné parlent de changements de comportements inexplicables. Certaines personnes ont même rapporté des états de confusion ou des moments de perte de contrôle, comme si elles avaient été influencées par une force invisible. Ces événements pourraient être interprétés comme des signes de possession ou de manipulation par des énergies négatives. En outre, certains visiteurs ont raconté avoir ressenti des pressions physiques sur leur poitrine ou des hallucinations auditives, comme si quelque chose cherchait à entrer dans leur esprit. On parle même également de photographie hantée, donc des enquêteurs et des visiteurs qui ont tenté de prendre des photos à l'intérieur de l'hôtel ont rapporté quelques captures souvent étranges. Des orbes lumineux, des flashs étranges, des figures fantomatiques ou des distorsions de l'image apparaissent parfois dans les photos prises dans les endroits les plus sinistres de l'hôtel. Certains affirment même que des entités peuvent être capturées dans les photos, se manifestant de manière visuelle après que l'image ait été prise. Certaines personnes ont également signalé des événements étranges se produisant près des miroirs, un élément qui est récurrent dans plusieurs lieux de légende, rapporte avoir vu des réflexions déformées ou des images mouvantes qui ne correspondaient pas à la réalité présente dans la pièce. D'autres affirment que les miroirs semblaient attirer l'attention ou les faire se sentir obsédés par leurs propres reflets, notamment dans des chambres où des événements tragiques se sont produits. L'équipe de Grant Wilson et de Jason Hawes, donc les mecs de TAPS, de Ghost Hunters, ainsi que l'équipe de Ghost Adventures, donc de Zach Bagans, ont enquêté sur place. C'est des épisodes que vous pouvez trouver sur votre plateforme de streaming ou sur YouTube si vous voulez voir à quoi ressemble l'intérieur de l'hôtel. Alors, le Cecil Hotel se situe bien sûr dans le quartier de Skid Row, une zone quand même très criminogène. Alors, l'atmosphère de cet environnement combiné aux tragédies qui se sont déroulées aurait contribué quand même à une ambiance qui est quand même propice à des phénomènes paranormaux. Certains pensent que le lieu est tellement plein d'énergie négative, tout ce qui a été généré par ces événements violents et tragiques, et que ça a vraiment créé une atmosphère qui est lourde, qui pourrait finalement attirer et provoquer ces manifestations surnaturelles. Le Cecil Hotel, en tout cas, a une histoire, on a vu, sinistre, qui est marquée par de nombreux décès violents, des suicides et même des événements tragiques. Alors, cet incident nourrit des récits de phénomènes paranormaux qui continuent d'alimenter les théories et les témoignages de visiteurs et d'enquêteurs du paranormal. Alors que ce soit à travers des apparitions, des bruits ou des expériences de malaise intense, le Cecil Hotel demeure un lieu hanté, où l'inexpliqué semble hanter les lieux, et sa réputation d'hôtel hanté perdure en tout cas dans l'imaginaire collectif. Chaque événement, chaque incident nourrit la légende d'un lieu où les énergies néfastes et négatives semblent s'être accumulées, créant une atmosphère lourde et énigmatique. Le Cecil Hotel est plus qu'un simple hôtel, et le symbole d'un malheur persistant, un lieu où l'invisible semble plus que tangible.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Nous voilà arrivés au terme de cette émission sur Radio G Angers, où nous avons exploré 3 facettes fascinantes du mystère et de l'étrange. Nous avons d'abord plongé dans l'univers des poltergeists, ces phénomènes aussi troublants que controversés, où se mêlent manifestations inexpliquées, témoignages terrifiants et tentatives d'explication scientifique. Alors, véritables esprits frappeurs ou projections de l'inconscient humain, le débat reste ouvert. Ces histoires, qu'elles soient anciennes ou contemporaines, continuent en tout cas de nous interpeller. Puis, nous avons exploré la loi de l'attraction, un concept qui oscille entre science et spiritualité, entre psychologie et croyances ésotériques. Peut-on réellement influencer le cours des événements par la pensée et la visualisation ? Si certains y voient une force puissante, d'autres rappellent que l'action reste essentielle pour concrétiser nos intentions. Peut-être la clé réside-t-elle dans l'équilibre entre la foi en nos capacités et nos engagements dans le monde réel. Enfin, nous avons pénétré les sombres couloirs du Cecil Hotel, ce lieu à l'histoire chargée de drames et de mystères, entre tragédies humaines, meurtres, suicides et légendes urbaines, et les nombreux phénomènes inexpliqués. Le Cecil Hotel incarne ce qu'on appelle un point de convergence du mal. Faut-il y voir une simple succession de coïncidences ou l'empreinte d'une énergie singulière qui aurait marqué et imbibé ces murs ? Au final, cette émission nous rappelle à quel point notre monde regorge d'interrogations et d'inconnus. Que l'on soit sceptique ou ouvert au mystère, il est toujours fascinant de se pencher sur ces phénomènes qui défient notre compréhension. C'est déjà l'heure de nous quitter. Amateurs de mystères, de bizarreries et de d'autres phénomènes paranormaux, rendez-vous le 25 mars à 21h sur Radio G Angers pour une plongée au cœur de l'étrange avec votre émission Un autre regard. Au programme, les amis imaginaires des enfants. Simple jeu d'enfance ou véritable contact avec l'invisible. Certains témoignages troublants, comme ceux d'enfants décrivant des détails impossibles à connaître, défient toute explication rationnelle. Puis, les alignements et coïncidences incroyables. Lincoln et Kennedy, le Titanic et d'autres destins qui sont en fait étrangement liés. Peut-on parler de simple hasard ou d'un schéma caché derrière l'histoire ? Et enfin, bilocation, ubiquité et dédoublement. Comment expliquer ces personnes vues à 2 endroits en même temps ? De Padre Pio, aperçu simultanément dans son monastère et sur un champ de bataille, à Émilie Saget, une institutrice dont le double spectral terrifiait ses élèves, ces récits fascinent et interrogent. Des faits troublants, des récits documentés, ouvrons ensemble une nouvelle porte sur l'inexpliqué, donc ne manquez pas Un autre regard le 25 mars à 21h. Avez-vous vécu une expérience étrange, paranormale ou inexpliquée ? Une rencontre avec l'invisible, un phénomène troublant ou un événement qui défie toute logique. Dans Un autre regard, je souhaite vous donner la parole à tous ceux qui ont vécu l'étrange. Si vous avez un témoignage à partager, contactez-moi et racontez-nous votre histoire lors d'une émission spéciale. Envoyez votre témoignage par message, via la page Facebook Radio G Un autre regard, via le site internet www.podcast-unautre-regard.com ou par mail podcast.1.autre.regard@gmail.com. Et qui sait, votre récit pourrait bien éclairer l'inexplicable et nous aider à comprendre. Merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de garder l'esprit ouvert, car un autre regard peut tout changer sur notre réalité. Et surtout, prenez soin de vous. Dreaded sunny day, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yates are on your side. A dreaded sunny day, so I'll meet you at the cemetery gates. N'oubliez pas, le paranormal et l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines imaginaires, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu.
Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous. And you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. You must write pros and poems, the words you usually around. Don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. He'll trip you up and laugh when you fall. You say London dusted words which could only be your own, and then produce the text from whence was ripped some dizzy whore 1804. A dreaded sunny day, so let's go where we're happy and we'll meet you at the cemetery gates. Oh, Keats and Yeats are on your side. A dreaded sunny day, so let's go where we're wanted and I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side, but you lose, 'cause where the lover wide is a hunger mine.